Chunk One. Je n'ai pas eu de téléphone portable avant la trentaine. Le fils de Rhea Perlman, Elijah Blue, lutte contre la toxicomanie depuis des années. En décembre 2023, elle s'est présentée au tribunal pour contrôler ses finances, craignant qu'il ne gaspille tout en drogue. La bataille juridique a duré 9 mois avant qu'elle n'abandonne l'affaire. Mais en juin 2025, la police l'a trouvé agissant étrangement chez lui en présence de drogue. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. À 77 ans, Rhea regarde impuissante son fils se détruire. Elle a remporté 4 Emmy Awards et gagné des millions, mais elle ne peut pas sauver la personne qui compte le plus. La culpabilité la ronge. Rhea Perlman est née le 31 mars 1948 à Coney Island, Brooklyn, dans une famille empreinte d'une détermination tranquille. Ses parents étaient des immigrants juifs de Pologne et de Russie qui étaient eux venus en Amérique à la poursuite du rêve que tant d'autres espéraient trouver après la Seconde Guerre mondiale. Son père, Philippe, dirigeait une usine de pièces de poupées. Non seulement y travaillait, mais dirigeait tout l'endroit, ce qui donnait à la famille un peu plus de stabilité que la plupart des immigrants n'en avaient à l'époque. Sa mère, Adèle, travaillait comme comptable pour joindre les deux bouts. C'était seulement 3 ans après la fin de l'Holocauste. Et dans un quartier de Brooklyn où de nouvelles vagues de familles juives essayaient de reconstruire leur vie, Rhea est entrée dans un monde encore en guérison, encore en mutation. Elle a grandi à Bensonhurst dans les années 1950, un endroit difficile mais plein de caractère. Le quartier était principalement italo-américain à l'époque, mais les familles juives, comme la sienne, s'y installaient rapidement. Étant l'aînée de 2 sœurs, Rhea était censée aider à la maison. Sa jeune sœur, Aïda, deviendrait plus tard une scénariste et productrice de télévision à succès, mais à l'époque, ils n'étaient que tous les 4 à se débrouiller. Son père travaillait de longues heures et sa mère s'occupait de la maison. Ce genre d'enfance ne laissait pas beaucoup de place à la douceur. On apprenait à être vif, à tenir tête, à aider tôt et souvent. Ce quartier lui a appris à parler vite, à penser plus vite et à ne jamais reculer. Cela lui a donné une attitude courageuse et pragmatique qui transparaîtrait plus tard dans chacun de ses rôles. Enfant, Rhea était attirée par la scène, non pas par des cours formels, mais par quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Sa famille l'emmenait voir du théâtre yiddish, l'un des derniers âges d'or avant que la télévision ne prenne le relais. C'était des spectacles remplis de passion, d'humour et de culture qui remontaient au vieux pays. Ce mélange de langue, d'émotion et d'identité a contribué à façonner son idée de ce que le métier d'acteur pouvait être. Dans ces petits théâtres nichés dans les quartiers juifs de Brooklyn, elle a commencé à voir le pouvoir du personnage et de l'humour bien avant de monter sur une vraie scène. Mais grandir en tant que juive dans les années 1950 à Brooklyn n'était pas facile. Chunk 2. Même dans un endroit rempli d'immigrants, l'antisémitisme existait toujours. Rhea a été confrontée à du harcèlement, des insultes et le genre de rejet subtil qui vous marque. Ses premiers coups ne l'ont pas brisée. Ils ont construit quelque chose en elle. Elle a appris à riposter en utilisant ces mots. Le sarcasme est devenu son armure. L'esprit vif, son arme. Cette ténacité n'était pas seulement pour survivre. Elle est devenue plus tard son avantage à l'écran, en particulier dans des rôles comme Carla Tortelli, la serveuse à la langue acérée de Cheers qui ne laissait jamais personne avoir le dernier mot. Vers l'âge de 10 ans, vers 1958, Rhea avait déjà commencé à jouer dans des pièces de théâtre scolaire. Un de ses premiers rôles l'a amené à prononcer des répliques avec un timing tellement parfait que les professeurs ont commencé à remarquer qu'elle était différente. Ce n'était pas juste un jeu d'acteur mignon, c'était un vrai talent. Elle avait quelque chose qui faisait rire les gens sans trop d'efforts. Et dans les écoles où les programmes artistiques étaient limités, en particulier pour les enfants de la classe ouvrière, se démarquer de cette façon signifiait quelque chose. Même sans relation dans le monde du spectacle, elle a trouvé son chemin vers la scène et n'a jamais oublié ce que ça faisait quand un public riait avec elle.
Elle a emporté cette passion à l'université, s'inscrivant au Hunter College à Manhattan au milieu des années 1960. Elle a obtenu son diplôme en 1968 avec un diplôme en art dramatique. C'était une époque turbulente à travers le pays avec des protestations, des marches pour les droits civiques et des mouvements anti-guerre croissants. Mais au milieu de tout ce chaos, Hunter College était un endroit où on apprenait aux acteurs à remettre en question la norme. Le département de théâtre encourageait l'audace et les étudiants étaient entourés par la scène artistique sauvage et expérimentale de New York. Elle n'apprenait pas seulement des répliques, elle apprenait à dire la vérité à travers la scène. C'est là que son amour pour les personnages réalistes, imparfaits et courageux s'est ancré. Après l'université, Rhea a fait son premier pas professionnel dans la scène off-Broadway de New York. Son premier rôle connu était dans une production de 1970 appelée Dracula Sabbath, qui a duré jusqu'en juin 1971. En 1972, elle est apparue dans une production féministe appelée Up and Uppity Review, créée par le West Beth Playwrights Feminist Collective. Ce n'était pas seulement du théâtre, cela faisait partie du mouvement de libération des femmes. Ces pièces ne concernaient pas des performances soignées ou de jolis décors. Chunk, 3S. C'étaient des pièces brutes, colériques et honnêtes sur la vie des femmes, et Rhea s'est sentie attirée par elles. Elle a joué aux côtés de Danny DeVito, qui deviendrait plus tard son mari. Ils ont accroché sur scène et en dehors, construisant un lien personnel et professionnel qui durerait des décennies. Cette même année, en 1972, elle a fait ses débuts au cinéma dans un petit film d'étudiants étranges appelé Hot Dogs for Gone, réalisé par Martin Brest, qui réalisera plus tard Beverly Hills Cop. Rhea avait un petit rôle dedans, mais c'était important pour deux raisons. Premièrement, cela l'a mise devant la caméra. Deuxièmement, elle a été choisie aux côtés de DeVito à nouveau, approfondissant leur lien. Des décennies plus tard, la Bibliothèque du Congrès qualifierait le film de trésor culturel et l'ajouterait au Registre national des films. Même le Musée d'art moderne l'a ajouté à sa collection permanente en 2024. À la fin des années 1970, elle commençait à se faire remarquer à la télévision. En 1967, elle est apparue dans un téléfilm appelé Intimate Strangers, l'un des nombreux petits rôles qui ont étoffé son CV. Les années suivantes ont été pleines d'auditions, de rejets et de petites apparitions. Elle mesurait à peine 1,50 et les directeurs de casting ne savaient souvent pas quoi faire avec quelqu'un qui ne correspondait pas au moule télévisuel typique. Mais dans ses luttes, elle a appris la persévérance. Sa grande chance n'était pas loin. En 1982, elle a joué aux côtés de Danny DeVito, une fois de plus, dans un téléfilm intitulé The Selling of Vince D'Angelo. Il l'a réalisé et il jouait un couple marié, l'art imitant la vie. Cette même année, tout a changé. Elle a décroché le rôle de Carla Tortelli dans une nouvelle sitcom appelée Cheers. Rhea Perlman n'est pas tombée par hasard dans le rôle de Carla Tortelli. Elle l'a gagné avec une performance qui a fait tourner les têtes. Les producteurs l'avaient vue sur scène jouer un personnage dur. Rien à voir avec la douce Zena qu'elle jouait dans Taxi. Ce contraste a prouvé qu'elle avait un sérieux registre. James Burrows, qui avait déjà travaillé avec elle, a cru en elle dès le début. Il savait qu'elle pouvait réussir l'humour mordant et les répliques cinglantes de Carla. Et il avait raison. Au moment où elle est entrée dans le bar de Cheers en 1982, elle a apporté une énergie qu'aucune autre ne pouvait. Carla n'était pas seulement drôle, elle était vive, brute et inoubliable. Chunk, 4. En 2011, NBC l'a classé comme l'un des plus grands personnages de télévision de tous les temps, et le monde était d'accord. Lorsque Perlman a rejoint Cheers, quelque chose d'autre s'est produit qui n'aurait pas pu être mieux planifié. Elle était en fait enceinte, et au lieu de le cacher, les scénaristes l'ont intégré à l'histoire. Cela a rendu le personnage de Carla encore plus réel. Alors que la série avait encore du mal à trouver son public lors de cette première saison, sa performance lui a donné un battement de cœur solide. Elle ne se contentait pas de livrer des blagues.
Elle montrait à quoi ressemblait l'équilibre entre la vie réelle et la comédie à l'écran sans perdre une miette. Cette intrigue de grossesse a aidé Carla à devenir plus qu'un simple soulagement comique. Elle est devenue quelqu'un dont les téléspectateurs pouvaient réellement se soucier. En coulisses, cependant, les choses n'étaient pas toujours faciles. Shelley Long, qui jouait Diane, avait la réputation d'aller au fond de son personnage. Après les répétitions, elle restait des heures. Analyser chaque ligne. Ce n'était pas du théâtre pour le plaisir du théâtre, c'était juste son processus, mais cela a créé une certaine distance entre elle et le reste de la distribution. Même Perlman a admis en 2019 qu'il y avait une petite tension, mais rien de tel que ce que les rumeurs suggéraient. Lorsque Long a quitté la série en 1987, Perlman a simplement dit que la vie continuait, et c'est ce qui s'est passé. Thirsty Alley est arrivé. Cheers a continué. Cette même année, la famille réelle de Perlman a commencé à faire partie de la famille Cheers, elle aussi. Son père, Philip, a commencé à apparaître en arrière-plan. Les gens l'adoraient tellement. Ils ont commencé à appeler son personnage par son vrai nom, Phil. Il a fini par parler dans plus de 30 épisodes. Sa sœur, Aida, travaillait déjà à la télévision en tant que scénariste et productrice. Pour Rhea, Cheers n'était pas qu'un travail. C'est devenu une affaire de famille. Et en 1944, lorsqu'elle a remporté son premier Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle, on avait l'impression que tout se mettait en place. Elle était passée d'un petit rôle dans Taxi à devenir l'une des forces les plus puissantes de la comédie télévisée. En 1986, elle avait déjà remporté 2 Emmy Awards. Elle a fini par remporter 4 victoires au total et 10 nominations, plus que quiconque dans la série. Chunk 5. Sa comédie physique était d'un autre niveau. Les gestes sauvages de Carla, ses insultes rapides, son énergie constante, tout cela est devenu une partie de ce qui a rendu Cheers si emblématique. Et même si elle a été nominée chaque année, sauf en 1992, elle ne s'est jamais laissée monter à la tête. Elle a juste continué à se présenter et à faire son travail. Cheers elle-même évoluait elle aussi. Ce qui a commencé comme une série en difficulté en 1952 est finalement devenu l'une des sitcoms les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Elle a remporté 20 Emmy Awards sur 95 nominations et Perlman était là pour chaque épisode, les 273. Un moment qui reste encore gravé dans les mémoires est celui où l'acteur Jay Thomas, qui jouait l'intérêt amoureux de Carla, Eddie Lebec, a dit quelque chose dans son émission de radio qui a bouleversé tout le monde. Un auditeur lui a posé des questions sur son travail dans Cheers et Thomas a répondu « C'est brutal, je dois embrasser Rhea Perlman ». Cette seule phrase lui a tout coûté. Les producteurs ont été tellement offensés qu'ils ont tué son personnage dans la série. Ils ont fait mourir Eddie dans un accident de Zamboni hors écran alors que Carla était enceinte de jumeaux. Thomas a affirmé plus tard qu'il parlait de Carla le personnage, pas de Perlman elle-même, mais le mal était déjà fait. Pendant ce temps, Timp, la vie réelle de Perlman, continuait de s'intégrer à la série. Elle a eu d'autres enfants avec son mari, Danny DeVito, et chaque grossesse a été soigneusement intégrée au scénario. Pendant la saison 3, elle et Shelley Long étaient enceintes, mais seule la grossesse de Perlman était visible à l'écran. C'était un choix. Les producteurs ont embrassé sa réalité et l'ont intégrée à celle de Carla. Lorsque la chaîne lui a offert un spin-off en 1987 appelé The Tortellys, elle a refusé. Elle ne voulait pas quitter le bar ni abandonner le personnage. Le spin-off n'a duré que 13 épisodes sans elle, mais Cheers a continué pendant 6 saisons de plus. Sa loyauté envers la série et les personnes qui y travaillaient n'a jamais faibli. Elle est restée du tout début en 1982 jusqu'à l'épisode final en 1993. Ce genre de constance est rare à la télévision. Et même après que le bar ait fermé ses portes, la reconnaissance a continué d'arriver. En 2006, elle a été honorée d'un TV Land Legend Award aux côtés de Ted Danson, Shelley Long et John Ratzenberger.
Carla est même apparue dans des épisodes croisés d'autres séries comme Stained Elsewhere, The Simpsons et Frasier. Et en 2024, plus de 30 ans après la fin de Cheers, elle a reçu une nomination aux Screen Actors Guild Awards pour son rôle dans Barbie. À 76 ans, elle était toujours reconnue pour le genre d'éthique de travail et d'esprit qu'elle avait apporté à Cheers toutes ces années. En 1996, Rhea Perlman a endossé l'un de ses rôles les plus inoubliables, celui de Madame Chunk, Wormwood dans le film Matilda, réalisé par son mari dans la vraie vie, Danny DeVito. Mais ce que le public voyait à l'écran n'était que la surface. La transformation en coulisses était si intense qu'elle s'est presque transformée en un personnage entièrement différent, né chaque matin. Les maquilleurs ont peint des centaines de minuscules veines sur son visage et ils ont même coloré chaque poil de pêche avec une baguette de mascara. Le résultat lui a donné une moustache et une barbe étranges qui avaient l'air ridicules exprès. Ses sourcils ont été assombris au point de l'absurde et ses dents ont été peintes avec une teinte spéciale de tabac qui les faisait paraître tachées et jaunes. Cela a pris du temps, des efforts et une confiance sérieuse. Mais quand Perlman s'est regardée dans le miroir, elle ne s'est plus vue. Elle a vu Madame Wormwood la regarder en retour, forte et fière. Les gens sur le plateau, quand elle arrivait à la caravane, elle était juste Rhea. Mais quand elle sortait, elle c'était une personne complètement différente. Elle n'a pas bronché face aux exigences du rôle. Elle a laissé l'équipe faire tout ce qu'il fallait pour que le personnage brille. La scène où elle mange du gâteau, l'un des moments les plus commentés du film, a pris environ 2 semaines à tourner. Et oui, il y avait du vrai gâteau, beaucoup, assez pour dégoûter de sucre toute l'équipe. Cette même année, Perlman a fait son retour à la télévision. En septembre 1996, elle a joué dans Pearl sur CBS jouant Pearl Caraldo, une veuve vive et travailleuse qui gérait un quai de chargement le jour et s'inscrivait à des cours du soir dans une université d'élite la nuit. Mais l'école n'était pas facile, surtout avec un professeur comme Stephen Pinch, joué par Malcolm McDowell, qui s'était donné pour mission personnelle de la faire se sentir petite. Il croyait que l'éducation était réservée à l'élite et essayait constamment de la faire partir. Au début, cela semblait prometteur. Mais bientôt, quelque chose a commencé à ne pas aller. Même Perlman l'a remarqué. La série, selon elle, continuait à faire la même chose encore et encore. Chaque épisode suivait la même routine. Le professeur essayait de l'humilier. Elle ripostait avec des répliques cinglantes. Et puis, tout se réinitialisait. C'est devenu répétitif. Et en février 1997, Perlman a admis que cela ne répondait pas tout à fait aux attentes. Les audiences étaient faibles et les producteurs se sont empressés de corriger le tir. Junk 7. Ils ont changé le format, ont introduit plus d'humour physique et ont essayé de rendre les histoires moins coincées. Mais malgré tous les changements, Pearl a diffusé son dernier épisode le 25 juin 1997, se terminant discrètement après une seule saison. Rhea Perlman est née le 31 mars 1948 à Coney Island, mais a grandi à Bensonhurst, Brooklyn, et sa voix a porté cet accent partout où elle est allée. C'était vif, familier et réel, quelque chose que les gens n'oubliaient pas. Cette voix est devenue une arme secrète, même après la fin de Cheers, et que Carla Tortelli soit devenue un souvenir des années 80. Sa voix l'a maintenue en vie dans le monde de l'animation. Elle était Judith dans le film Sing de 2016, et son ton a apporté de la chaleur et de l'attitude qui ne pouvaient pas être simulées. Que les enfants connaissent ou non son visage, ils connaissaient cette voix. Au fil des ans, elle a continué à apparaître dans des projets d'animation, devenant une sorte de guide caché à travers les générations qui ne savaient même pas qu'elle avait autrefois régné sur la télévision aux heures de grande écoute. En 2015, elle est apparue dans I'll See You in My Dreams, jouant une femme nommée Sally. Ce n'était pas un grand rôle flamboyant, mais c'était honnête. L'histoire parlait de vieillir et de retrouver l'amour après une perte, et cela l'a touchée de près. Lors d'une visite à la communauté de retraités Royal Oaks, où le film a été tourné,
Elle a parlé de la façon dont le tournage de ces scènes lui faisait penser au vieillissement. Elle a dit que cela lui faisait peur, mais regarder les gens qui vivaient là la calmait un peu. C'était le genre de film qui ne prétendait pas qu'il était facile de vieillir, et elle non plus. Elle avait passé des décennies avec Danny DeVito, et bien que leur relation ait eu ses hauts et ses bas, cela lui a donné une fenêtre personnelle sur le poids tranquille que l'amour et le temps portent. En 2021, le monde avait changé. La COVID-19 avait touché presque toutes les vies, et les personnes les plus durement touchées étaient souvent plus âgées, souvent isolées. Perlman avait 73 ans cette année-là. Des études de cette époque ont montré que plus d'un tiers des personnes hospitalisées pour la COVID ressentaient des symptômes de stress post-traumatique peu de temps après leur sortie. Les femmes et ces femmes étaient particulièrement vulnérables. Si Perlman avait traversé que cela elle-même, elle aurait été parmi les personnes les plus touchées mentalement, même si les manchettes ne l'avaient jamais signalé. Et cela compte car derrière chaque célébrité se cache toujours une personne qui peut avoir peur, être confuse et secouée par des choses auxquelles elle ne s'attendait jamais. Puis vint 2023 et avec elle, un rebondissement que personne n'avait vu venir. Perlman est entrée dans l'un des plus grands films de l'année, Barbie. Mais elle n'a pas joué un jouet ou une blague. Elle a joué Ruth Handler, la créatrice réelle de Barbie. Ses scènes étaient douces et mystérieuses. Elle a partagé des moments tranquilles avec Barbie, jouée par Margot Robbie dans une cuisine paisible. Et au début, on ne savait même pas qui elle était. Chunk Witt. Elle semblait connaître des choses pour comprendre le sens profond du voyage de Barbie. Ce n'est que plus tard qu'elle a révélé son nom, Ruth, et avec une petite ligne, elle a fait un clin d'œil aux problèmes juridiques de la vraie Handler, y compris les accusations d'évasion fiscale d'il y a des décennies. Cette scène a donné au film quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Ce n'était pas que des poupées et du rose fluo. Il avait un cœur et Rhea Perlman lui a donné cela. Même en 2025, elle n'a pas ralenti. À 77 ans, elle est apparue dans Poker Face, une série policière à énigmes, et son nom était toujours assez fort pour attirer l'attention. Cette même année, la série Netflix de Lena Dunham, Too Much, est devenue l'une des comédies romantiques les plus commentées. Et même si les détails sont vagues, le lien de Perlman avec la narration moderne l'a maintenue pertinente. Ses racines à Brooklyn et son histoire familiale juive polonaise ont toujours façonné les personnages qu'elle joue. Ancrée, courageuse et pleine d'âme. Sa sœur, Haida Perlman, une productrice et scénariste qui a également travaillé sur Cheers et Frasier, est restée une partie de son cercle créatif. Ce que la carrière de Perlman montre est quelque chose de rare. Elle ne s'est pas accrochée à un seul rôle ou à une seule époque. Elle a laissé son travail évoluer. Elle restait honnête, n'a jamais essayé de devenir quelque chose qu'elle n'était pas. Et d'une manière ou d'une autre, cela l'a rendue parfaite pour chaque décennie dans laquelle elle est entrée. Que ce soit l'animation, la romance tardive, l'incertitude de l'ère pandémique ou un monologue tranquille dans un monde de rêve Barbie, Rhea Perlman n'a jamais disparu. Elle n'a fait que trouver de nouvelles façons de se montrer. Et quand elle le faisait, cela semblait toujours réel. Tout a commencé le 17 janvier 1971. Rhea Perlman n'avait pas l'intention de rencontrer l'amour de sa vie ce soir-là. Elle était juste là pour voir un ami dans une petite pièce de théâtre off-Broadway appelée The Shrinking Bride. Mais une fois qu'elle a vu Danny DeVito sur scène, quelque chose a changé. Il ne mesurait que 1,47 m, mais il s'est approprié la scène comme personne d'autre. Rhea n'arrivait pas à le quitter des yeux. Elle a dit plus tard qu'elle l'avait dragué à fond, et quoi qu'elle ait fait, ça a marché. En 2 semaines, elle avait emménagé dans son appartement de Manhattan. 2 semaines, pas des mois, pas des années, 2 semaines. Ce genre de rapidité n'était pas courant même dans les années 70, années de liberté. Leur famille était stupéfaite. Chunk 9. Elle était juive. Il était catholique. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient inséparables.
Et ce qui avait commencé comme une étincelle sauvage s'est transformé en un lien qui allait défier toutes les attentes d'Hollywood pendant plus de 4 décennies. Ils ont attendu 11 ans avant de se marier. 11 ans de vie commune dans un monde où la plupart des couples se précipitaient pour se marier. Le 28 janvier 1982, ils l'ont finalement fait. Seules 20 personnes ont été invitées. C'était un jeudi pluvieux à Los Angeles. Pas de photographe, pas de couverture de magazine, juste 2 personnes faisant une promesse tranquille. Le timing n'aurait pas pu être plus intéressant. Taxi, la série qui a fait de DeVito une star, était sur le point de se terminer. Et Cheers était juste au coin de la rue pour Rhea. Son rôle de Carla Tortelli allait bientôt devenir emblématique. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait pas de célébrité ou de timing. Il s'agissait de 2 personnes qui avaient pris leur temps et qui se sentaient maintenant prêtes. Ils n'avaient pas besoin d'une cérémonie tape à l'œil pour prouver quoi que ce soit. Puis vint cette la partie que personne n'avait vu venir. Après 30 ans de mariage, ils se sont séparés en octobre 2012. Les fans ont été choqués. Mais quelques mois plus tard, en mars 2013, ils se sont remis ensemble. Les gens pensaient que c'était fini, mais ils n'en avaient pas fini. Cette deuxième chance a duré jusqu'en mars 2017, date à laquelle ils se sont séparés à nouveau en toute discrétion. Cette fois, c'était permanent, et pourtant, ils n'ont jamais divorcé. En 2024, ils vivent séparés depuis plus de 7 ans, mais restent légalement mariés. Rhea a clairement indiqué dans un podcast de 2023 qu'ils se considéraient toujours comme une famille. Il n'y a pas eu de querelle publique, pas de guerre juridique, pas de lutte pour l'argent. Elle a dit qu'il y avait de nombreuses raisons à la séparation, mais n'a pas donné de détails. Leurs 3 enfants, Lucy, Grace et Jake, ont toujours été prioritaires. Ils partagent même du temps avec leur petite fille Sinclair, qui a eu 1 an le 17 mars 2024. Chunk, 10. Leur histoire est devenue quelque chose de rare dans le monde des ruptures, une sorte de séparation paisible qui n'a pas brisé la famille. Mais la paix ne voulait pas dire que c'était facile. Rhea a admis dans des interviews que la première séparation avait été incroyablement difficile. Elle a dit qu'il avait fallu du temps pour atteindre ce qu'elle appelle maintenant une compréhension assez décente. Elle vit seule maintenant, à l'exception de son chien, qu'elle appelle en plaisantant son partenaire de vie. Elle n'aime pas la solitude, même si elle avait l'habitude d'apprécier les moments de calme quand Danny était en tournage. Elle a ri un jour de l'idée de fréquenter quelqu'un à nouveau, disant qu'elle n'envisagerait que quelqu'un de vraiment merveilleux, riche et célèbre, magnifique et beaucoup plus jeune. Sous l'humour, cependant, il y avait de l'honnêteté. Être seul n'est pas facile, même après une vie d'amour. Et puis, vint le moment qui fit faire une pause aux gens. Lors des Emmy Awards 2024, ils se sont présentés ensemble, souriant, foulant le tapis rouge avec leur fille, Lucy. Pendant la cérémonie, Danny a fait un signe de tête chaleureux à Rhea, disant « Même Rhea en a gagné 4 pour Cheers ». C'était simple, mais cela disait tout. Les Emmy Awards avaient été retardés en raison des grèves des scénaristes et des acteurs de 2023. Ainsi, leur apparition a semblé encore plus significative. Dans les interviews qui ont suivi, Danny a dit qu'ils allaient très bien. Ils se voient souvent. Ils partagent leur petite fille. Ils se présentent aux sonnantes pour les anniversaires et les vacances. Rhea l'a dit clairement. Ils ne divorceront jamais. Ce qu'ils ont construit maintenant n'est pas un mariage typique, mais c'est réel. Et à certains égards, cela pourrait même être plus fort. Lorsque George Wendt est décédé le 20 mai 2025 à l'âge de 76 ans, personne ne l'avait vu venir. Il avait joué Norm Peterson dans Cheers pendant plus d'1 décennie, devenant l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine. Il était drôle, familier et réconfortant, comme un ami que vous auriez connu toute votre vie. Et juste comme ça, il était parti. Sa mort n'était pas qu'une ligne dans les nouvelles. C'était une fissure soudaine dans quelque chose qui avait autrefois semblé intemporel. Rhea Perlman, qui avait travaillé avec lui pendant des années, avait le cœur brisé. Elle a dit au New York Post que c'était la chose la plus triste qui soit, non seulement parce qu'il était mort,
mais aussi parce que personne ne s'y attendait. Chunk 11, ça se passe aux années Chunk 11. À peine un an plus tôt, en 2024, ils avaient tous été réunis aux Emmy Awards pour une réunion de Cheers. Il avait l'air en bonne santé. Il semblait aller bien. Perlman a même dit qu'elle l'avait vu, lui et sa femme Bernadette Burkett, dans la vallée de San Fernando et que tout semblait normal. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit de grave, mais la vérité était cachée. Son certificat de décès indiquait une insuffisance cardiaque congestive, une maladie coronarienne et de l'hypertension. Rien de tout cela ne s'était montré à la surface, et cela a rendu les choses pires pour ceux qui l'avaient aimé. Il n'y a pas eu de temps pour se préparer, pas d'avertissement, juste le choc d'un ami qui disparaît, ne laissant derrière lui que des souvenirs et un silence qu'aucun rire de sitcom ne pourrait jamais combler à nouveau.